Les orgues de Saint-Pierre, créés en 1834 et classés monuments historiques, nous ont ouvert leur intimité en nous montrant buffets, tuyaux, pédales, claviers, souffleries, qui permettent d'accéder à une multitude de sons sous les mains et les pieds des organistes. L'histoire du collège Sainte-Marie commence par une statue qui, au départ, était à Saint-Étienne, d'où le nom de Notre-Dame de Valbenoîte. Le collège actuel a été inauguré en 1877. La chapelle n'était pas encore construite, elle le fut inaugurée le 10 juillet 1925. Les vitraux ont été classés monuments historiques vers 1940 environ et ont une superficie chacun de 28 mètres carrés. Et ils sont surtout remarquables, soi-disant, par les couleurs, les rouges, les bleus, les violets. Et d'après ce que je sais, ils auraient été faits donc dans la Loire, au bord du fleuve en question, à la verrerie de Saint-Just-Saint-Lambert. Autre classement monument historique, ce sont les figurines figurant au chemin de croix. L'hôtel du Gard de la Boissonnie est toujours resté propriété de la même famille, ce qui lui a permis de conserver son environnement complet, son jardin et son orangerie. Survivance de la splendeur saint-chamonnaise du XIXe siècle, lorsque la ville disposait du plus gros revenu par habitant de France. Monsieur Farison nous le fait découvrir, et grâce à une restauration de tous les jours, il a pu être conservé en l'état. Cette année, l'hôtel est classé au patrimoine national des monuments historiques. En 1840, les sépultures vont être, et on va enterrer déjà ici. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que ici, dans le linteau, il y avait cette date de 1841 qui me semble être la date la plus officielle. Les chapelles, ma foi, on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup ici dans le cimetière. Hein. Alors c'est à l'époque romantique
que l'art gothique devient en France l'art chrétien par excellence. Un peu partout s'élèvent des chapelles qui deviennent le type même de la tombe de famille. David Lithodon de l'espace archéologique Forêt-Jarret nous présente sur document l'ancienne voie ferrée du Coucou, train de frais qui fonctionna de 1864 à 1970 entre Saint-Étienne et Terre-Noire. Il reste très peu de vestiges, tout ayant été démoli ou se trouvant dans des propriétés privées inaccessibles au public. Au XIXe siècle, lorsque la rue de la République s'appelait Route Royale 88, le magasin Zanier n'existait pas. C'était la cour intérieure de la maison à 2 ailes et balcon en fer forgé de la famille Chambovet, des fabricants de lacets dont le fils, Edmond Richard, fut le premier historien de la ville. Après nous avoir exposé brillamment la vie de ces illustres personnages, Alain Rivory nous emmène au musée des Amis du Vieux Saint-Chamond afin de découvrir de nombreux objets remarquables du patrimoine local, tels le coffre-fort des seigneurs de Saint-Chamond, XVIIe siècle, des meubles anciens de l'Hôtel-Dieu, tableaux et maquettes, sans oublier l'orgue de Claudius Scott, entièrement fabriqué à la main et présenté par sa fille Monique. Depuis 1894, les cités ouvrières d'Isieux habitent le temps. Elles nous racontent en nombre porté le passage du temps d'hier à celui d'aujourd'hui. Gilet, les tilleuls, les cottages, Arlos, Gallieni, les maisons de couleur, là et ici, la vie a toujours droit de citer. Arrêtons-nous un instant. Regardons-les avec curiosité. Été comme hiver, les oiseaux couramiaux vivent au cœur de ces cités verdoyantes. Aux transformations de ces quartiers ouvriers, les arbres et les habitants ont su s'adapter. Construits en 1924, les grands immeubles dits les Hongrois ont su accueillir à la fin des années 20 les soyeux de la ville de Sarvar. 1916, pendant la bataille de la Somme, en pleine production du char le Saint-Chamond, la cité de la Marine sort de terre. Les 80, cette cité de 4 immeubles qui porte bien son nom.
Jour de visite pour le petit garçon aux bottes de pluie. Il sait maintenant pourquoi la goutte de lait s'appelle ainsi. L'usine Gilet-Taon, autrefois spécialisée dans la teinturerie et la soie, nous ouvre ses portes afin de nous faire découvrir cette usine à couleurs à travers musées, expositions, présentations de produits textiles et vieux métiers. Ces aquarelles ont été peintes par Monsieur Claudius Côte, qui est mon papa. Donc elles relatent tous les plans d'eau qui sont autour de Saint-Chamond. Et il y a même un petit plan d'eau qui n'existe plus, qui se trouve à Fonsala. C'est l'étang Guillot et qui a été recouvert et un lotissement y est construit dessus maintenant. L'eau dans l'Antiquité. C'est Denis d'Alicarnasse qui explique un petit peu, voilà, pourquoi il fallait chercher de l'eau, et qu'est l'eau, spécialement, eh bien l'eau de l'aqueduc du Gier, nous le savons maintenant, donc elle avait une qualité qu'elle a encore aujourd'hui, au niveau de la source, heureusement, qui a fait que les Romains, ils ont fait donc 86 km pour venir chercher cette eau. Donc voilà, la sortie sur l'eau des monts du Pilat a pour vocation de montrer un petit peu notre belle région avec les différentes formes de relief qu'on peut trouver juste à côté de chez nous, qui sont façonnées par l'eau. Donc on va partir de l'Ermitage, on va aller voir comment fonctionne une rivière, on va prendre un petit peu d'altitude en passant au barrage de la Rive pour voir un petit peu ce que c'est qu'une vallée, comment elle est creusée, combien de temps ça peut prendre. L'idée c'est aussi de monter jusqu'à l'observatoire de Luzerneau pour avoir un panoramique sur tout ce qui est la vallée du Bon Ruisseau et la vallée du Gier, puisqu'on voit très bien le saut du Gier depuis notre observatoire de la MJC. Et puis après, dans une deuxième partie, on ira s'intéresser un peu plus à la qualité de l'eau et à la force de l'eau.
Voilà, et on finira au musée des Tresses et Lacets. Sur le territoire du parc régional du Pilat, la maison des Tresses et Lacets, installée dans une ancienne usine textile, accueille aujourd'hui des visiteurs. Les objectifs étaient clairs: assurer la pérennité des techniques de tressage et valoriser le site en l'ouvrant au public. Lieu de fondation des frères maristes, elle a été bâtie par Marcelin Champagnat, accompagné de 5 maçons Saint-Chamonnais. Ponctuée de diaporamas, la visite permet de retracer l'évolution de cette maison et l'histoire de ses illustres frères. Qui est mis en valeur par vous tous, par tous les acteurs qui sont ici ce soir, toutes les associations, les personnes, et je voudrais vraiment tous les remercier.